Présentez-vous, vous êtes bien entendu des journalistes d'ici. Vous avez oui, du journaliste d'ici. Moi, maintenant, je suis plutôt écrivain. journaliste écrivain alors. J'étais journaliste, je me fais, parce que je ne suis pas véritablement dans la presse aujourd'hui. Je me demande à mon métier d'écrivain. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit comme ouvrage? Ça parle de quoi ça tourne toujours autour de notre désert, autour de notre mode de vie, autour de nos traditions. Et j'ai écrit un roman publié chez Dapper, Et le ciel a oublié de voir, ça s'appelle. J'ai publié un recueil de nouvelles avec les éditions Présence africaine. Voilà. Et j'ai écrit un roman de Griot de l'émir avec une maison tunisienne. D'accord. Et alors, comment vous pouvez vendre votre ville? Quelles sont les choses essentielles que les gens peuvent être attirés pour qu'ils viennent ici et que nous ne connaissons pas? Oui. Walata, c'est avant tout de plusieurs siècles d'histoire et d'histoire du commerce caravanier. C'est une étape importante du commerce caravanier et aussi c'est une oasis culturelle, une oasis des livres. C'est une ville qui comporte des manuscrits vieux depuis plusieurs siècles. N'oublions pas, on parle beaucoup de Tombouctou, mais on oublie Walata qui est en fait la grande sœur de Tombouctou, qui est née avant Tombouctou et qui a occupé la place qu'occupera Tombouctou juste après. C'était donc une alerte caravanière, c'est aussi une université du désert où les étudiants affiliés de tout endroit. C'était un havre de paix au milieu d'un désert qui était plein de dangers. C'est pourquoi vous avez certainement visité la bibliothèque, la mosquée. C'est une ville qui a un style particulier. C'est une ville qui a une architecture très particulière, qui a une gastronomie très particulière, qui a un mode de vie très particulier. Particulier par rapport, bien sûr, à tout ce que vous connaissez en Occident, mais même particulier par rapport à la Mauritanie et par rapport même à l'ensemble saharien. Alors, pourquoi cette interdiction que votre ville soit dans une zone rouge? Or, moi, je n'ai pas vu de danger. Oui, ça c'est une, je ne sais pas, ce sont des fonctionnaires certainement du Code d'Orsay et c'est un surplus de sécurité. En fait, c'est une région où rien ne s'est jamais passé dangereux depuis très très longtemps. C'est une région à Walata ville n'a jamais fait l'objet d'aucune menace. Là, je parle de Walata ville. Comme d'ailleurs les anciennes villes de Mauritanie, comme Chinguitti. Chinguitti est déclaré zone rouge, et Ouadane, c'est aberrant, particulièrement aberrant. Surtout que les événements qui se passent assez loin. On n'a pas idée de l'immensité en Europe, de l'immensité du désert. On n'a pas idée de quelque chose qui se passe en Mauritanie, par exemple. Ailleurs, peut se passer très très loin, à des centaines et des centaines de kilomètres, qui n'influent aucunement sur la vie ordinaire d'une autre cité. C'est un pays très très vaste. C'est un ensemble géographique très très vaste, le Sahara. Et le Sahara, c'est pas l'Al-Qaïda. Le Sahara, pour nous, c'est les villes anciennes, c'est les fresques murales que vous voyez, c'est les tentes que vous voyez, c'est les caravanes de sel qui passent de temps en temps, et c'est des populations qui vivent parfois avec difficulté, mais qui sont fiers de vivre ici. Ils sont fiers de vivre ici. J'ai remarqué ça hier, des questions par rapport à des questions posées. J'ai été surpris par la grande diversité et ce qu'on appelle la mixité. Tout le monde est avec tout le monde, blanc, noir, métis. Oui. Cette idée, on parle toujours de cette idée de différence de couleur, mais il n'y en a pas de prise ici. Parce que ici, la population est essentiellement métissée. Tout le monde est métissé. Métissé du point de vue culturel. Nous avons une musique qui emprunte beaucoup au Soudan, ce qu'on appelle le Soudan du Mali. Nous avons une poésie qui emprunte aussi bien au monde arabe qu'au monde berbère. Nous sommes une civilisation arabo-berbère, africaine. Donc le métissage existe dans notre musique, il existe dans notre art de vivre, il existe dans notre manière de s'habiller.
Et il existe même dans notre parler. Nous parlons à la Hassaniya, qui emprunte beaucoup à la langue africaine et au berbère. Ce que j'ai remarqué hier, il y a eu une fête à la place ici, à votre place ici. J'ai vu des hommes draguer les femmes. C'est l'islam un peu. Non. Hola. Ah oui. Nous avons un islam, un islam très tolérant, un islam très ouvert, un islam souriant, si vous voulez. Et la pesanteur moyenâgeuse n'est pas très forte ici. C'est vrai que de temps en temps, des mouvements apparaissent, des gens apparaissent, mais ça c'est un peu ils sont aussi bien, l'extrémisme est aussi bien extérieur à nous qu'aux Européens. Et d'ailleurs, peut-être qu'il faut bien préciser que les mouvements extrémistes, que la Qaïda est plus dangereuse pour nous que pour les Occidentaux. Il y a beaucoup plus de morts parmi nous que parmi les Occidentaux. Que ça représente un danger beaucoup plus fort pour nous que pour les Occidentaux. Et ça, on l'oublie souvent en Europe. On oublie souvent. Est-ce que vous pouvez rappelez-nous votre nom, prénom, ce que vous faites pour que je puisse aussi... Moi, je m'appelle Mbarek Birouk, je suis écrivain, je suis mauritanien, je suis plutôt pas de Oualata, mais je suis plutôt du nord mauritanien. D'une ville qu'on appelle Attar. Et je suis très attaché à la francophonie, mais aussi très attaché à ma propre tradition et à ma langue maternelle. Merci à vous. Vous passez à votre collègue. Oui, alors moi, ça ne va pas être long. Moi, je suis la même chose. Je m'appelle Elie Salem. J'anime un site de communication, un site électronique qui s'appelle Adrar Info. J'essaye un peu de développer surtout et de contribuer au développement un peu du tourisme dans cette zone nord de la Mauritanie qui s'appelle l'Adrar. Je sais que sur le plan, il y a deux caractéristiques en Adrar qui font que la sécurité est pratiquement naturelle. Parce que d'abord, il est protégé naturellement par les montagnes et les dunes au nord-est. Et sa population surtout est une population très ouverte, très mixtée. Le colonisateur français y est resté pendant un demi-siècle. Il y avait avec les Africains qu'il a mené, même les Asiatiques et tout ça, il y a eu un métissage aussi bien social que culturel. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont métissés, qui sont de pères français ou congolais même ou camerounais, etc. Et donc les gens sont suffisamment bien ouverts pour d'abord être un peu immunisés un peu contre ce qu'on appelle les nouveaux mouvements islamistes, les barbus, tout ça. Les gens ne les aiment pas par tradition. Ils craignent pour leur culture propre à eux, pour leur propre islam qui est un islam tolérant, un islam de juste milieu, un islam qui cherche à faire du bien et qui est surtout, comment on dit, simple. C'est-à-dire que avec les nouveaux mouvements maintenant, surtout intégristes ou obscurantistes, ils sont en train de nous imposer ou d'amener des nouvelles méthodes que nous n'apprécions pas. Par exemple, le système vestimentaire avec leurs nouvelles burgas ou leurs nouvelles hijabs, ça c'est pas dans notre tradition. Nos femmes s'habillent correctement dans un voile. C'est joli aussi. Voilà. C'est très joli. Oui, c'est très joli les voiles effectivement. Et c'est la même chose. Les gens n'étaient pas très exigeants ou imposants sur le plan de la pratique religieuse. On se contente de l'essentiel et de ce qui est obligatoire. De nos jours, on commence un peu avec les nouveaux prêcheurs, avec les nouvelles têtes que nous venons, ils sont en train de nous imposer un islam qui n'est pas vraiment... Alors, une question concernant votre pays. On voit la présence militaire aussi. Cela explique par rapport à cette mise en index de la zone rouge. Non, disons que personnellement, je suis de l'opposition, disons. Je suis contre les pouvoirs militaires. Mais dans le cas précis, depuis qu'on a été menacé par les intégristes musulmans, etc.,
le côté fort de ce régime-là, c'est sa partie... Vous êtes de l'opposition, hein? Oui, je suis. C'est intéressant de voir. Le côté fort. Justement, le côté fort de ce régime-là, c'est sa partie militaire. Le reste, la gestion économique, sociale, ça laisse à désirer. Nous sommes en train de la critiquer du jour au jour. Nous sommes en train d'en parler, de sensibiliser. Donc il y a la démocratie quand vous critiquez. On accepte de jouer un peu les jeux de démocratie. Il y a la démocratie, à partir du moment où vous critiquez. Oui, il y a la démocratie, il y a la liberté de presse, mais disons que c'est traité, au niveau là-haut, c'est traité différemment de là où, de comment traiter. Par exemple, on s'exprime beaucoup, mais qui tient compte de cela au niveau là-haut? Ils sont en train de continuer. Bon, alors on vous écoute, dites ce que vous voulez, mais nous faisons ce que nous voulons. Effectivement, c'est un peu ça la politique. Mais disons qu'en tout cas, on le reconnaît, personnellement je le reconnais, que leur côté fort, le côté sécuritaire, c'est vraiment bien. Ils ont renforcé partout les trucs. Il y a des checkpoints quand on appelle Mena à Oualata, ici il y a des checkpoints. Par exemple, voilà, à Oualata, partout, quand vous allez en Mauritanie maintenant, partout, nous sentons qu'il y a une présence de sécurité. Les voitures qui tombent en panne dans le désert, etc. Tout de suite, il y a un groupe militaire qui vient à leur secours, etc. Les gens qui se perdaient avant, qui faisaient 3 jours ou 4 jours, on les retrouve maintenant facilement. Et surtout, les informations aussi, disons que les services de renseignement, tout ça, ça marche bien. J'ai comme l'impression que ça marche bien parce que, malgré la contestation populaire qui est nombreuse et dans tous les secteurs de la vie courante, que ce soit les travailleurs, les agriculteurs, les éleveurs, même le plan. Oui, mais on l'entend. Bon, moi, j'entends mal. Voilà. Donc, disons que la contestation populaire est très grande, mais on dirait que c'est bien maintenu, que les gens du pouvoir tiennent bien en main le pays. Et ils ont ouvert des postes frontières bien déterminés. En dehors de ça, personne ne peut. Mais comment on peut gérer en définitif, si on regarde votre carte, gérer la partie algérienne en haut et un peu malienne et côté. Comment on peut gérer 2000 km de frontières? Justement, c'est ça que nous sommes en train de constater, qu'actuellement, au niveau là-haut, les gens sont en train de faire un effort énorme sur ce côté, sur ce plan-là. C'est sécuriser les zones habituellement difficiles à sécuriser, les zones désertiques complètement, les zones où il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de passage, etc. Et qui étaient surtout utilisées par justement ces trafiquants de drogue, ces trafiquants d'armes, ces trafiquants même sociaux qui font passer les clandestins, là, tout ça. Maintenant, ils sont sécurisés, c'est surtout la partie nord-est de la Mauritanie. Mais en dehors de ça aussi, au niveau des villes intérieures, les grandes villes et tout ça, on remarque que le côté militaire s'est renforcé, aussi bien sur le plan moyen logistique, moyen technologique, mais aussi sur le plan humain. Il y a de très bons hommes maintenant, de très jeunes, qui visiblement essayent de prendre en main leurs responsabilités. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette ville historique ici, inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO? Disons que ça, alors là, l'initiative au départ était très bonne de faire de ces villes anciennes un patrimoine culturel mondial. Mais nous, en tout cas, au niveau de l'opposition, on remarque que c'est vraiment dommage que tout soit confondu avec, maintenant avec la visite du président et tout ça. On a plus tendance au lieu du culturel, c'est beaucoup plus politique. Et là, ça fausse le véritable objectif du festival. C'est d'être un festival culturel, mais avec la manière dont les gens l'organisent, la manière dont les gens... parce qu'il est dirigé surtout par des départements ministériels. Donc, il dépend du gouvernement. Donc, il n'est pas... il a perdu son sens culturel, je vais dire. Voilà. Alors, pour terminer, la dernière question. Quel est le conseil donnerez-vous aux touristes qui souhaitent venir ici? Bon, les touristes, nous avons, comme on dit, quand quelqu'un, chez nous là-bas en Adras, on dit, quand quelqu'un, saluez-moi, il dit, saluez-moi les gens qui ne me connaissent pas,
Mais les gens qui me connaissent, c'est-à-dire que, en d'autres termes, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà venus en Mauritanie, en Adrar, on n'a pas besoin de... Ce sont eux-mêmes qui vont faire tout pour revenir. Et les gens qui ne sont pas venus, nous ne pouvons que leur assurer qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a beaucoup d'améliorations sur le plan sécuritaire. Les populations elles-mêmes participent à justement ce volet sécuritaire. Ils sont très solidaires, les Mauritaniens, entre eux, pour essayer un peu de barrer la route à tous les intégristes, tous les mouvements nouveaux là, et surtout les nouveaux prêcheurs, les nouveaux barbus, tout ça. Malgré qu'ils font un travail énorme, qu'ils ont beaucoup de moyens, qu'ils essayent de convaincre les gens qui sont en fait... nos populations, remarquez aussi, sont pour la plupart analphabètes, sont pour la plupart ignorantes des réalités. Donc, et ça, c'est notre problème. Il faudrait qu'on sensibilise beaucoup plus davantage, qu'on les éduque. Merci. Mais a priori, je crois que... Merci. Merci à vous.